Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 18 décembre 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La République du Niger a 60 ans pile donc ce mardi 18 décembre 2018. En effet, c'était le 18 décembre 1958 que la République avait été proclamée. Comme chaque année, l'anniversaire est célébré ici au Niger. Cette année aussi, la proclamation de la République du Niger a été célébrée à travers une fête tournante dans la région de Zander. Donc, plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement de la capitale de Damagaram, à savoir Mohamed Buhari du Nigeria, Faure Gnassingbé du Togo, Théodore Obiang de la Guinée équatoriale. Le retour donc sur l'ambiance de ce matin au moment du défilé est dans cet élément qui est donc un extrait que je vous propose de suivre. Après la musique principale, la gendarmerie nationale. Professionnalisme, intégrité, fidélité. Le commandant d'ensemble, le chef d'escadron Corée Mohamed Ali, issu de la prestigieuse école des officiers du Niger et Fofan, et le commandant de l'escadron Insur-N de Niamey. Le passage du personnel féminin de la gendarmerie nationale qui sont formés dans les mêmes conditions que les hommes et exécutent des missions qui sont dévolues à la gendarmerie nationale. Technique opérationnelle, en technique d'intervention professionnelle, en police judiciaire, renseignement ainsi que la protection de l'environnement. Le GARCI suivra bientôt une formation sur le drone, les engins explosifs, pilotage d'engins ainsi que les tireurs d'élite. Nous y reviendrons en plus en détail sur le défilé de ce matin à Zander avec nos envois spéciaux Adam Soumana et Chebou Guisso. Ici à Niamey, le 60e anniversaire de la proclamation de la République du Niger est célébré par les étudiants et élèves de l'école des mines et de l'industrie et de la géologie EMIGA. Ils ont en effet donc profité de cette occasion pour mener une séance de salubrité. Reportage à Nafisa Zakou et Sadoumi. Les élèves comme acteurs principaux de la promotion du civisme, c'est sous ce thème que l'Union des élèves de l'école des mines et de la géologie EMIG a célébré le 60e anniversaire de la République à travers une salubrité. Occasion pour le secrétaire général de l'Union des élèves de l'EMIG de faire une analyse rétrospective de la Première République à la 7e. En faisant une analyse rétrospective de la Première République de 1958 à 1974, de la Seconde République de 1989 à la 7e République de 2010, l'actualité dans notre pays est marquée entre autres par une crise de civisme. Cette crise de civisme observée aujourd'hui au niveau de la jeunesse est la résultante directe de l'irresponsabilité et de l'incivisme de l'élite politique nigérienne. Ceci est d'autant plus vrai lorsque c'est toujours une poignée de personnes qui s'accaparent de la quasi-totalité des richesses du pays et en plus narguent la population qui, volontairement ou involontairement, s'aigrit de plus en plus. À cela s'ajoute le refus de sanctionner les fautes et crimes, politiques ou économiques, ce qui a pour conséquence directe la lutte de l'impunité et alimente le sentiment de l'injustice. Cette opération de salubrité est aussi une occasion pour souligner l'importance de l'école dans une république. L'école demeure le principal instrument de la République. La jeunesse nigérienne d'une manière générale et celle des scolaires en particulier constituent pour le Niger
l'espoir d'un avenir radieux. C'est pourquoi il est impératif qu'elle soit éduquée sur les valeurs de civisme, car rien ne peut se bâtir dans un climat d'incivisme. Nous demandons alors à l'État l'insertion de l'éducation à la citoyenneté dans toutes les écoles et universités et à tous les niveaux. Aussi, de l'ingénierie conformation à laquelle les administrateurs de l'État participeront. Cette discipline doit faire connaître les institutions politiques, administratives, économiques et sociales. Elle doit inculquer les valeurs nationales telles que l'honnêteté, l'intégrité, le courage, la tolérance, l'amour de la République, le refus de l'ethnocentrisme et régionalisme, etc. Au-delà, notre école est l'unique, la seule et l'unique grande école du Niger et de la sous-région qui prône l'excellence à travers la formation des ingénieurs et des techniciens supérieurs. Nous demandons que la conscription, c'est-à-dire le service militaire, y soit instaurée comme il existe dans la quasi-totalité de toutes les grandes écoles dignes de ce nom. L'Union des élèves de l'EMIC salue tous les efforts qui sont en train d'être mis en œuvre pour une transformation de la capitale Niamey. Donc, intéressons-nous à présent au contexte dans lequel la République du Niger a été proclamée le 18 décembre 1958. Et pour plus de détails, je vous propose de suivre l'historien, le professeur Maikorema Issa Zakari. Une fois la guerre terminée, évidemment, en Afrique, il y a eu un changement de mentalité, un nouveau courant politique militant pour l'émancipation des colonies a vu le jour. C'était un courant animé par les anciens combattants, certains cadres africains tels que les gens issus de William Ponty, l'école William Ponty ou l'école de médecine africaine. Et ce courant d'émancipation était soutenu par les USA, l'Union soviétique, mais aussi l'ONU. Donc ça prenait, si vous voulez, une dimension internationale. Et face à cette réalité, les puissances colonisatrices ne pouvaient pas rester indifférentes. Donc cela a amené du côté des Français à essayer la formule de ce qu'ils ont appelé l'Union française. L'Union française est mentionnée dans la Constitution de la 4e République française qui a été votée le 27 octobre 1946. Et dans son préambule, le préambule de cette Constitution, il est dit que la France forme avec les peuples d'outre-mer, c'est-à-dire les colonies, une union fondée sur l'égalité des droits, des devoirs, sans distinction de race ni de religion. Ça veut dire que ils mettent un terme au fait colonial. On ne parle plus de colonie. Et à partir de ce moment, ces territoires, ces anciennes colonies deviennent des territoires d'outre-mer. Des territoires d'outre-mer dont les ressortissants, c'est toujours la Constitution française dit, ont qualité de citoyens au même titre que les nationaux français de la métropole. Ça, c'est l'article 80 de la Constitution de la 4e République française. Donc ça, ce sont les dispositions, les principes qui ont été arrêtés dans la Constitution, et il était prévu que des lois vont venir préciser les conditions dans lesquelles ce droit à la citoyenneté va être exercé. Et le 18 décembre 1958, la République du Niger est proclamée, avec donc les gens du RDA qui sont la tête, et ceux-là vont procéder à partir de 1959 à l'élimination de l'arène politique du Sawaba. Et l'année 1960 va voir donc l'indépendance du pays qui sera proclamée le 3 août et une nouvelle constitution adoptée le 8 novembre 1960 qui instaure un régime de type présidentiel avec donc comme premier président Djuri Amani qui est élu par l'Assemblée constituante qui était aussi transformée en Assemblée nationale. Voilà un peu comment le processus s'est déroulé. J'ai voulu situer tout cela dans le contexte historique pour comprendre le cheminement. Il y a eu des étapes. Donc en résumé, il y a une lutte politique qui a été menée par les partis politiques et les syndicats
et sentant la situation internationale, parce qu'avec le problème algérien, la lutte armée au niveau de l'Algérie pour l'indépendance et tout cela, on ne voulait pas, par exemple dans le cas du Niger, que cela aille aussi vers la radicalisation. Tout cela a fait donc qu'il y a eu des concessions, mais la politique a consisté toujours à essayer de faire un peu du dilatoire pour sauver l'essentiel. Et c'est comme ça qu'on est venu aux indépendances. La République, donc, c'est-à-dire, c'est un État qui a une constitution, qui a ses institutions, qui ne dépend plus d'un autre État, qui a pleine autorité sur toutes les questions qui relèvent de son domaine. Voilà, c'est ça la République. En fait. Voilà, donc c'était là donc le professeur Mekorema Zakari sur les explications donc sur le contexte dans lequel la proclamation de la République du Niger était intervenue le 18 décembre 1958. Autre aspect de cette édition, du 14 au 16 décembre dernier, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, avec l'appui financier d'Oxfam Niger, a organisé un atelier national autour du thème « Renforcer les capacités des organisations de la société civile et des médias aux finances publiques, c'est promouvoir la transparence et la bonne gouvernance au Niger ». Nasser Dantofo et Abokar Soleil pour des détails. Acteurs de la société civile, hommes des médias venus des 8 régions se verront outillés en finances publiques, notamment sur le budget national, et cela sur l'initiative du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, dans sa mission de tous les jours de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance au Niger. Aujourd'hui, pour nous, il est essentiel de former les acteurs de la société civile et des médias pour pouvoir tenir le débat sur la gouvernance dans notre pays. On entend toujours certains hommes politiques, notamment certains illuminés ministres, dire qu'ils ne parlent pas, ils ne maîtrisent pas ce de quoi ils parlent. Non, la société civile et les médias ont aussi la capacité de pouvoir tenir dans le débat public par rapport à la gouvernance, sur toutes les thématiques souhaitées. Donc, voilà pourquoi le ROTAB s'est donné tous ces moyens pour que, doter pendant ces 2-3 jours de présence ici, les acteurs de la société civile et des médias de capacités en vue de pouvoir analyser et se prononcer sur toute action de gouvernance et de politique publique dans notre pays. Point par point, de son élaboration en passant par son adoption par les élus nationaux jusqu'à sa promulgation par le président de la République sont entre autres points développés autour de cet atelier national. Ça, c'est une des missions d'ailleurs dévolues au gouvernement, donc notamment au ministère des Finances et même à l'Assemblée, de pouvoir faire comprendre le contenu d'une loi de finances, sa portée et ses implications. Ça, c'est tout à fait une mission qui relève au premier degré, qui relève de l'État. Maintenant, s'il y a des partenaires qui s'engagent pour accompagner l'État, eh bien, ils ne peuvent qu'être encouragés et salués. Et donc, c'est pour ça que par rapport à cette séance d'appropriation du contenu de la loi de finances, de ses implications, parce qu'elle a vocation quand même à s'appliquer à l'ensemble des Nigériens, toute loi de finances, donc tout comme les autres lois d'ailleurs. Mais donc je crois que c'est tout à fait normal qu'on s'inscrive dans une logique de faire connaître cette loi aux personnes à qui elle est censée s'appliquer. Les participants, eux, ne peuvent que se réjouir de cette initiative du ROTAB. Vraiment, je salue cette initiative. C'est une initiative très intéressante parce que chaque fois on entend parler du budget de l'État. En tant que citoyen, on ne sait même pas c'est quoi le budget de l'État, comment l'élaborer. Même si aujourd'hui on a un mot à dire sur le budget parce qu'on ne le maîtrise pas, on ne peut rien dire. Mais avec la formation, vraiment, on a eu à comprendre beaucoup de choses par rapport au budget de l'État. L'appréciation que j'ai de cet atelier est vraiment positive. À partir du moment où le ROTAB nous a donné une occasion quand même d'avoir une autre vision du budget, en fait de son élaboration jusqu'à l'exécution. Ça permettra aux acteurs de la société civile d'être édifiés par rapport à la procédure de l'adoption et de
l'exécution même du budget en tant que tel. Ça, c'est une première prouesse qui a du ROTAP. Maintenant, la deuxième chose, c'est par rapport au budget. L'impression est que chaque fois, quand on parle de budget, les gens sont là autour et puis on pense que c'est une question qui relève uniquement de l'institutionnel. Ce n'est pas exclusivement un débat d'ordre institutionnel. Le budget, c'est aussi un débat public. Un débat qui requiert la participation de chaque citoyen qui peut, d'une façon ou d'une autre, donner son opinion à travers des mécanismes très bien précis qui sont connus aussi de tout un chacun. Outiller les participants le sont au regard des différentes réactions et interventions qui se sont succédées à cet atelier national initié par le ROTAB et financé par Oxfam Niger. Il faut préciser, Nasser Dantoufo, que cet atelier s'est déroulé à Filengue, à l'hôtel Kourfei. Retour ici à Niamey pour parler de la cérémonie d'ouverture ce matin d'un colloque international sur l'esclavage dans l'espace sahélo-saharien qui a pour thème mutation, persistance et perspective. Un colloque organisé par l'association Timidria en partenariat avec les universités de Birmingham, de Niamey et de Tillabéri, rapporte à Areta Salah et Abokar Soleil. C'est par ces poèmes qui mettent à nu certaines pratiques esclavagistes et qui réclament le respect de la dignité humaine à travers la liberté et l'égalité qu'a débuté la cérémonie d'ouverture de ce colloque international sur l'esclavage dans l'espace sahélo-saharien. Une rencontre d'échanges et d'expériences qui permettra de dégager des stratégies pour mieux contribuer à l'éradication de l'esclavage au Niger. La réflexion des spécialistes que vous êtes nous permettra d'avoir des stratégies adoptées pour mieux contribuer à l'éradication des pratiques esclavagistes et discriminatoires dans cet espace sahélo-saharien. Il y a un mythe à casser autour de ces pratiques perpétrées notamment au sein de la chefferie traditionnelle de certains milieux religieux et des riches commerçants qui utilisent la religion pour maintenir les êtres humains dans une situation avilissante et dégradante à l'intérieur de nos États sahéliens, censés protéger leurs citoyens contre les abus et leur assurer une égale chance de l'épanouissement. Ce colloque sur l'esclavage organisé en partenariat avec l'université de Birmingham a vu la participation du Sénégal, de la Mauritanie, du Tchad, du Mali, du Burkina Faso, de la France et de l'île Maurice. Une occasion pour les participants venus des horizons divers de débattre de ce thème sensible et difficile à aborder. La collaboration est si importante dans ce champ, la collaboration entre les activistes et les chercheurs. Pas seulement les activistes et les chercheurs de ce pays, parce qu'ils ne sont pas des voix isolées. Et ici, je ne veux que mentionner simplement l'importance des réseaux de scientifiques ouest-africains et les réseaux activistes ouest-africains. Le projet LESLAN se base sur ce qui a été déjà fait par mes collègues les chercheurs nigériens et par les activistes nigériens et ouest-africains qui ont fait un travail important et incessant. Ce projet a pour but principal de penser l'histoire autrement. Le représentant du recteur de l'université de Niamey, la représentante de l'ambassadeur des États-Unis, la représentante du ministre de la Justice et celle du ministre de l'Enseignement supérieur ont tour à tour pris la parole pour saluer cette initiative de l'association Timidria. L'effet dissuasif de la loi peut faire échec aux tentations des hommes de réduire leurs semblables en esclavage, mais la loi à elle seule ne peut constituer une réponse définitive et durable que si en amont des actions courageuses sont menées. Nous parvenons à un changement de mentalité et même de comportement nécessaire pour venir à bout de l'esclavage. La diversité des éminents conférenciers prévus est un réel motif d'encouragement pour le ministère en charge de la recherche, car cela dénote de l'intérêt et les objectifs communs de tous les acteurs œuvrant dans ce cadre. Au vu de cette qualité, j'ai la conviction que vos échanges
vous permettront de dégager des pistes encore plus claires, vous permettant d'être plus efficace et d'accompagner le gouvernement dans cette lutte. Les réflexions qui seront issues de ce colloque qui durera 3 jours permettraient au Niger et aux autres États du Sahel à mieux combattre toutes les pratiques esclavagistes à travers une législation et des institutions adaptées au contexte du moment. La situation sécuritaire dans les régions de Difa et Tillabéri toujours au cœur de l'actualité au Niger, notamment avec des attaques terroristes lourdes de conséquences enregistrées dans ces différentes régions. Sur cette question, le pouvoir en place et l'opposition ne partagent pas le même avis sur la gestion de la crise. Reportage. Comment faire face aux attaques récurrentes des groupes terroristes sur les territoires nigériens, notamment dans la région de Difa et Tillabéri? Difficile de répondre à cette question qui est sur toutes les lèvres au Niger. À l'hémicycle, ce sont les députés qui ont cherché à savoir un peu plus aussi sur la gestion de la situation sécuritaire en interpellant le ministre de la Défense nationale le 8 décembre dernier. Selon le ministre Kalla Moutari, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts dans ce cadre, mais des menaces persistent toujours. Tous les problèmes que nous avons sont des problèmes liés à nos frontières. Chez nos voisins, c'est des compagnies militaires, c'est des bases qui sont attaquées par Boko Haram et défaites. Les 40 jours passés, ou 2 mois, c'est près de 4 bases des pays voisins qui ont été défaites par Boko Haram. Et le gouvernement est au courant. La situation peut être grave. La situation peut changer puisque Boko Haram a pu se ravitailler en matériel. Ils ont pu se revigorer. Donc par conséquent, ils peuvent avoir l'ambition d'attaquer le Niger. Nous nous préparons en conséquence. Parce que ce qui se passe jusque-là, entre Boko Haram ou le Moujao ici au Mali ou ailleurs, ce sont des petits groupes de soldats isolés, gendarmes ou policiers, qui ont la vocation de sécuriser les routes. Ce sont des équipes de contrôle. Ce sont ces équipes-là qui sont attaquées et tuées. Dans le camp de l'opposition, l'on estime que le gouvernement gère très mal cette crise. Pour Mohamed Ousmane, président de la nouvelle Alliance démocratique et républicaine ADR, la situation sécuritaire n'est pas gérée de façon efficace. D'insécurité permanente, seulement la peur, la désolation et surtout d'innombrables victimes dans les centres urbains et ruraux, insécurité gérée de manière inefficace, cavalière et insouciante, abandonnant à leur sort de nombreuses familles meurtries ou endeuillées. D'élargissement et de perpétuation de l'état d'urgence dans plusieurs localités du pays, de sorte que les populations se trouvent coincées entre le terrorisme et la lutte contre le terrorisme. En cette fin de l'année 2018, les attaques terroristes avec mort d'hommes sont devenues fréquentes dans la région de Difa et Tillabéri. À Difa, le dimanche 16 décembre dernier, un collectif des organisations de la société civile a rendu publique une déclaration. Dans celle-ci, ce collectif exige entre autres des autorités de renforcer les mesures sécuritaires afin de protéger les populations et leurs biens, renforcer et intensifier les patrouilles urbaines dans les villes. Célébration ce jour à travers le monde de la journée internationale contre la migration. En Afrique et au Niger particulièrement, ils sont de plus en plus nombreux, les candidats à cette aventure à multiples conséquences. N'est-ce pas, Ismaël Moumouni? À la recherche d'une pitance et parfois au période de leur vie, certaines personnes s'y rendent de manière illégale dans certaines nations qu'ils pensent être l'Eldorado. En dehors d'être un pays de transit, le Niger est devenu également un pays d'asile pour les réfugiés, ce qui explique ce flux important de migrants qui n'est pas sans conséquence.
termes de conséquences que ça a vraiment au niveau des communautés et surtout dans les zones d'accueil, ça pose énormément de difficultés pour la population locale. Vous savez que quand on prend l'exemple d'Agadez, l'application de la loi 2015-36 a affaibli la structure économique de cette localité. Il y a un certain nombre de services sociaux de base qui sont déjà défaillants, comme l'accès à l'eau, etc., à l'eau potable. Et donc l'arrivée de ces gens va augmenter la pression sur ces services-là. Dans une certaine mesure, augmenter aussi l'insécurité. Vous savez qu'à Agadez, l'arrivée de ces personnes-là, lorsqu'ils ne sont pas bien pris en charge, il y a des risques d'insécurité grandissante, d'agression, des vols qui se développent, etc., etc. Et cela est vérifiable à Agadez, en tout cas à partir du suivi que nous faisons. C'est pour ainsi protéger les droits de ceux-là même qui traversent mer et désert à la recherche d'une vie meilleure que l'ONU a décrété le 18 décembre de chaque année comme étant la journée internationale des migrants. Le 18 décembre de chaque année est dédié aux migrants. C'est vrai que c'est une fête nationale au Niger, mais au-delà, les Nations Unies ont consacré cette journée comme journée internationale des migrants pour rappeler la signature d'une convention sur les droits des travailleurs migrants le 18 décembre 1990. Et donc c'est une occasion chaque fois de faire un rappel par rapport aux engagements des États pour protéger les migrants. C'est une occasion de faire le point sur les enjeux et les défis de la migration dans nos pays. Et c'est une occasion d'interpellation pour que les engagements pris soient respectés, pour que la migration soit mieux gérée. La plupart des migrants qui transitent au Niger sont des jeunes de l'Afrique subsaharienne, ce qui témoigne de la démission des gouvernants de ces pays par rapport à la politique d'emploi et d'insertion des jeunes. Une jeunesse sans formation est une bombe à retardement pour un pays, d'où la nécessité au chef d'État de prendre à bras le corps cette question de manque d'emploi des jeunes. Merci Ismaël Moumouni. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et à demain.